Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ce que je pense être mon meilleur deck Magic en Commander, Rograk et Ardennes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je pense être le plus nul, le plus mauvais de mes decks. Mais c'est un deck que je trouve très fun et qui, je pense, est intéressant. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Déjà, c'est un deck Pauper. Je vais commencer par vous parler de mon commandant. Donc, mon commandant, c'est Morith des Frimas. Pour 5 en vert et en bleu, donc un vert, 2 bleus et 2 incolores, c'est une 0/0 changelin, créature neigeuse légendaire, change forme. Donc quand Morith arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'il arrive comme une copie de n'importe quel permanent que je contrôle, excepté que c'est un permanent légendaire et neigeux en plus. Et si c'est une créature, il arrive en plus avec 2 marqueurs +1/+1 et il a toujours le changelin. Ce qui va être intéressant, ça va justement être cette idée de changelin. D'ailleurs, à la toute base, ce deck, c'était un deck changelin, un tribal changelin. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est sa capacité d'arriver avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Et autre chose non négligeable, c'est que c'est une créature neigeuse. Il y a quelques-unes de mes cartes qui vont interagir avec les permanents neigeux. C'est pour ça que mes terrains de base sont des terrains neigeux, des forêts neigeuses et des îles neigeuses. Alors malheureusement, je n'ai réussi à trouver que, pour l'instant, 2 terrains neigeux, parce qu'en plus ça coûte cher ces terrains-là. Donc généralement je dis à mes collègues à table, est-ce que c'est ok pour vous si mes terrains de base sont tous des terrains neigeux? Et généralement il n'y a pas d'objection à ça. Ah oui, et puis il y a ce terrain bicolore, neigeux, vert-bleu, voilà, qui arrive engagé, mais ça reste un permanent neigeux. Quel est le but du deck? Quelle est la mécanique principale du deck? C'est là que c'est intéressant. J'en ai fait une sorte de deck combo, mais avec des combos absurdes, minimum 4 cartes, voire 7 cartes. C'est des combos qui sortent jamais. Le combo principal étant Morith qui arrive comme une copie d'un permanent avec la persistance. Prenons par exemple Kelpie aux mâchoires collées. Donc Morith, quand elle arrive en jeu, hop, elle arrive comme une copie de Kelpie, mais avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Et si à ça on rajoute un moteur à sacrifice, comme l'Hôtel d'Ashnod par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Donc Morith arrive en jeu avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Je vais ensuite utiliser la capacité de l'Hôtel d'Ashnod, c'est-à-dire sacrifier une créature pour ajouter 2 mana incolores à ma réserve. Je vais sacrifier Morith. Je sacrifie Morith, mais comme elle est une copie de Kelpie, elle revient en jeu grâce à la persistance. Elle revient en jeu avec un marqueur -1/-1. Mais Morith, quand elle arrive comme une copie de n'importe quelle créature, avec 2 marqueurs +1/+1, comme une copie de Kelpie. Le marqueur -1/-1 et les marqueurs +1/+1 s'annulent entre eux, donc à la fin, il nous reste un marqueur +1/+1. Et là, je peux refaire exactement la même chose. Je vais sacrifier une nouvelle fois Morith pour gagner 2 mana incolores. Morith est sacrifiée, mais vu qu'elle avait la persistance, elle revient en jeu avec un marqueur -1/-1 et 2 marqueurs +1/+1, comme une copie de Kelpie, et ainsi de suite. Vous avez compris, je peux faire ça à l'infini. Et le but du deck, c'est de mettre en place ce combo, une créature avec la persistance, un moteur à sacrifice, et Morith comme copie de la créature avec la persistance, et je fais arriver en boucle mon permanent, mon commandant. Le but c'est de faire ça, c'est de faire arriver en boucle mon commandant. Comment on profite de ce combo? Évidemment, dans le deck, j'ai rajouté des cartes qui permettent de bénéficier d'avantages quand on arrive à faire ça. Une des meilleures cartes du deck, c'est Habitant de l'allée du lierre. Il dit que quand une autre créature verte arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Donc si Morith arrive en boucle grâce au combo qu'on a mis en place, je peux mettre une infinité de marqueurs +1 sur toutes mes créatures. Un peu dans le même style, nous avons Ranger Frère des Bêtes. Ranger Frère des Bêtes, c'est une 3/3 piétinement, et à chaque fois qu'une autre créature que je contrôle arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc si elle est arrivée au moins au tour d'avant, je peux faire arriver Morith en boucle pour que celle-ci gagne une infinité de +1/+0, et vu qu'elle a le piétinement, je bourrine au piétinement à l'infini. On a la même chose avec le Dompteur. Le Dompteur de Kronch, c'est une 2/1 piétinement, et à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je mets un marqueur +1/+1 sur lui. Et Morith, à chaque fois qu'elle arrive, si c'était une copie donc du Kelpie, le Kelpie étant une
3-3. Morit arrive avec un marqueur +1/+1, avec deux marqueurs +1/+1 et un marqueur -1/-1, donc au final un marqueur +1/+1, et bien c'est une 4-4. Donc à chaque fois que je vais faire ça, lui il va gagner des marqueurs +1/+1 à l'infini. Et pareil, il a le piétinement, donc on peut bourriner. Et j'en ai une troisième qui fait la même chose, le chasseur de Grispo. Chasseur de Grispo, 2-2 piétinement. À chaque fois que le chasseur de Grispo ou qu'un autre allié arrive sur le champ de bataille, sous mon contrôle, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Et donc c'est là qu'on va utiliser le changelin. Parce que Morit étant un changelin, il possède tous les types de créatures, dont le type allié. Donc à chaque fois qu'un allié, à chaque fois que Morit va arriver sur le champ de bataille, il va gagner des marqueurs +1/+1. Je peux donc le faire à l'infini. Et encore une fois, bourriner au piétinement. Je vais avoir le rapace de Lumara. Le rapace de Lumara, c'est une 1-1 vol pour 3. Et à chaque fois qu'il arrive, ou qu'un autre allié arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je mets un marqueur +1/+1 sur lui. Donc même principe que le précédent, c'est un allié, donc lui, il gagne à chaque fois un marqueur +1/+1. C'est une 23 000 vol. Donc je peux attaquer tant que le défenseur n'a pas le vol pour bloquer. Dans un autre style, nous avons ces deux cartes-là qui vont meuler, en fait, toutes les bibliothèques des adversaires. Lui, quand il arrive, et à chaque fois qu'un allié arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé met X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, donc il meule X, X étant le nombre d'alliés que je contrôle. Donc à chaque fois que Morit va arriver, ça va faire meuler 2 à un joueur ciblé. S'il arrive à l'infini, je peux meuler toutes les bibliothèques des adversaires. Lui, c'est une 2-3 qui fait la même chose. À chaque fois qu'une créature bleue arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le joueur ciblé met 2 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. J'en ai une troisième, mais qui fonctionne avec un autre type de créature, un autre type de permanent même, c'est le Cancrix des icebergs. Lui, à chaque fois qu'un autre permanent neigeux arrive sur le champ de bataille, donc c'est là que mes terrains de base peuvent faire leur effet, notamment. Quand un permanent neigeux arrive sur le champ de bataille, je peux faire que le joueur ciblé meule 2 cartes. Et donc Morit est une créature neigeuse, donc encore une fois, c'est une troisième carte qui me permet de meule les bibliothèques de tous mes adversaires d'un coup. Voilà, c'est une façon de gagner. J'ai d'autres cartes qui peuvent profiter de l'arrivée infinie de Morit. Donc là, ça va pas me faire gagner, mais par contre, ça va me faire gagner plein de points de vie, parce que la garde d'essence, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, je gagne un point de vie. Quand Morit arrive 23 000 fois, j'ai gagné 23 000 points de vie. Ça fait pas gagner, mais ça permet quand même de sereinement se mettre en place. Il n'y a plus que les dégâts de commandant et les marqueurs poison qui peuvent nous embêter. Et une autre carte qui permet de faire un peu ça, c'est un terrain, cette fois. C'est un sanctuaire des séraphins. Le sanctuaire des séraphins, donc quand il arrive, je gagne un point de vie. Et à chaque fois qu'un ange arrive sous mon contrôle, je gagne un point de vie. Vous l'avez compris, Morit est un ange parce que c'est un changelin. Donc à chaque fois que Morit va arriver, je vais gagner une infinité de points de vie. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes dans mon deck qui profitent directement de l'arrivée infinie de Morit grâce au combo avec une créature avec la persistance. Donc il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que l'Hôtel d'Ashnod, à chaque fois que je sacrifie, je fais quand même 2 mana incolores. Donc si je le fais une infinité de fois, vous avez bien compris que j'ai mana infini. Alors, avec mana infini, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce deck? Alors, pas énormément de choses, mais j'ai quand même trouvé des cartes qui permettent de rentabiliser ce mana infini. J'ai notamment cette carte-là, l'invocatrice au cœur sauvage. Pour 8 mana, je peux faire que la créature ciblée gagne +5/+5 piétinement jusqu'à la fin du tour. Je peux cibler en plus n'importe quelle créature pour le faire. Autre carte pour profiter du mana infini, puissance insoumise. Tu payes X plus 1 vert, donc il faut juste que j'ai au moins une forêt qui traîne, ou un mana vert qui traîne, et je paye X. La créature ciblée gagne 23 000 jusqu'à la fin du tour. Si elle n'a pas le piétinement, c'est un peu compliqué, mais si elle a le vol, ça peut quand même passer. C'est pas la plus opti des cartes, mais c'est quand même une possibilité pour dépenser le mana. Autre chose pour dépenser du mana, ça va être de piocher avec grâce au savant de la 3e voie. Pour 7, je pioche 2 cartes. Donc je peux dépenser autant de mana que je veux pour piocher autant de cartes que je veux, 2 par 2. Alors attention de ne pas piocher tout son deck, mais de toute façon,
quand on pioche tout ce qu'on veut, au bout d'un moment, on arrive peut-être à une carte qui nous permet de gagner. Si on a gardé un petit peu de mana coloré, on va pouvoir jouer une des cartes que je vous ai montrées précédemment, qui nous permet de gagner, soit à la meule, soit avec le piétinement, soit voilà, des trucs comme ça. J'ai d'autres moyens de piocher. Ça va pas être grâce au mana, ça va tout simplement être grâce à l'arrivée infinie de Morith sur le champ de bataille. La sauvageonne de Brimbois, à chaque fois qu'une bête arrive en jeu, je peux piocher une carte. Morith a le changelin, donc c'est une bête. À chaque fois que Morith arrive, je peux piocher autant que je veux. Un peu le même style, mais un peu moins bien. Cet enchantement légendaire, un passé, sage de Château-Suie, quand ton commandant arrive ou quitte le champ de bataille, tu pioches une carte. Alors là, c'est obligatoire. Donc si tu le fais à l'infini, ben, tu pioches tout ton deck. Donc c'est un peu moins de contrôle qu'avec la sauvageonne de Brimbois. Tu peux pas contrôler combien de cartes tu pioches. Ou alors, il faut que tu t'arrêtes un peu avant. Il faut que tu aies fait assez d'arrivées de Morith pour pouvoir gagner. Mais en tout cas, ça te permet quand même, là aussi, d'aller piocher toutes les cartes qu'il faut pour faire les effets qu'il faut, pour gagner la partie. Voilà, donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça reste quand même un combo à 4 cartes minimum. En plus, c'est assez lent. Il y a quand même une carte qui coûte 6, ton commandant qui coûte 5. Donc, comment faire pour augmenter l'approba de sortir ça? Eh bien, avoir plus de cartes avec des effets similaires. Donc, on n'aura pas de cartes similaires à Morith. Ça reste Morith quand même la carte principale du deck. Par contre, on peut essayer de trouver des cartes un peu similaires à l'Hôtel d'Ashnod ou au Kelpie. Commençons par le sacrifice, parce que bon, je fais le malin avec mon Hôtel d'Ashnod, mais c'est une carte très forte et qu'on n'aura pas à chaque partie. Il m'a fallu trouver d'autres moteurs à sacrifice. Eh bien, en popper, vert-bleu, sachez qu'il n'y a quasiment rien. Mais en bidouillant encore une fois avec la capacité de changelin de mon commandant, le Talidé Vitasport. Et d'ailleurs j'en ai un autre, le Talidé Germinateur. Les deux, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, leur phrase où au début de ton entretien, tu mets des marqueurs sport, tu retires 3 marqueurs sport pour créer un saprobionte, etc. C'est rigolo, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est leur dernière phrase. Sacrifier un saprobionte pour que la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, ou sacrifier un saprobionte pour donner la célérité à une créature jusqu'à la fin du tour. Vous commencez à comprendre, Morith étant un changelin, c'est aussi un saprobionte, donc s'il est arrivé comme une copie du Kelpie, je peux le sacrifier à l'infini grâce à l'une de ces deux cartes. Au passage, je donne quand même +1/+1 à l'infini à une créature, c'est non négligeable. En fait, c'est les seules cartes que j'ai trouvées qui permettent de sacrifier ton commandant gratuitement à l'infini, comme l'Hôtel d'Ashnod. La différence que ça fournit pas 2 mana incolores. On fera pas mana infini avec. Et concernant les cartes qui ont la persistance. Donc là, je vous ai montré le Kelpie aux mâchoires collées. Et au final, le Kelpie aux mâchoires collées, c'est la moins bonne des cartes avec la persistance que j'ai dans mon deck. J'en ai une qui est un poil mieux, c'est un autre Kelpie, c'est le Kelpie Paissant. Donc pour 4, c'est une 2/3, déjà il coûte moins cher, il coûte pas 6, il coûte 4, donc je peux le jouer avant de jouer Morith. Et surtout, il a la bonne idée de pouvoir se sacrifier lui-même. Alors malheureusement, ça coûte quand même 1 mana. Donc si on arrive à avoir pas mal de mana, on peut quand même sacrifier le copie Paissant, en fait sacrifier Morith qui est arrivé comme une copie du Kelpie Paissant. Alors je peux le faire, oui, mais il y a quand même une condition, il faut que la cible soit légale, et la cible c'est mettez la carte ciblée d'un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc il faut qu'il y ait au moins une carte dans les cimetières. S'il n'y a pas de carte dans les cimetières, je ne peux pas le sacrifier. Mais le meilleur de tous, qui est en fait la meilleure carte je pense du deck, en tout cas la carte que tu as envie de voir en main de départ quand tu joues ce deck, les Orphes de l'Aérin. Et lui, il a la très bonne idée, encore une fois, de se sacrifier tout seul et gratuitement. Il n'y a pas de mana à payer, il n'y a pas d'autres coûts à payer, c'est juste sacrifier les Orphes de l'Aérin. Mais il y a une condition, parce qu'il faut une cible légale pour pouvoir le sacrifier, la cible étant les Orphes inflige à la créature avec le vol ciblé un nombre de blessures égal à leur force. Ça veut dire que pour pouvoir sacrifier à l'infini les Orphes de l'Aérin, en fait Morith qui est arrivé comme une copie des Orphes, il faut que en jeu, peu importe où sur la table, il y ait une créature avec le vol. S'il n'y a pas de créature avec le vol, on ne peut pas le faire. On joue l'Orphe de l'Aérin, puis on fait arriver Morith comme une copie de l'Orphe de l'Aérin,
S'il y a une créature avec le vol en jeu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sacrifier Morith pour infliger 5 blessures, parce que c'est la force de Morith à la créature avec le vol. Morith va dans le cimetière quand je l'ai sacrifiée, mais elle revient en jeu avec un marqueur -1/-1 parce qu'elle a la persistance, et 2 marqueurs +1/+1 parce que c'est son pouvoir, donc au final avec un marqueur -1/-1, +1/+1, et je le fais arriver encore une fois comme les copies de l'Orf. Ça vous l'aviez compris, c'est ce que je faisais avec le Kelpie. Et là, avant que les dégâts, donc de la capacité de l'Orf qui inflige des dégâts donc à une créature avec le vol, avant que ces dégâts se résout, je refais la capacité. En réponse, je garde la priorité, je le refais une nouvelle fois, et il y a une infinité de dégâts qui sont sur la pile, qui vont aller se résoudre l'un après l'autre, quand je déciderai d'arrêter de faire ça, pour détruire la créature avec le vol. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément une infinité de créatures avec le vol, une seule suffit, tant que vous gardez la priorité. À chaque fois, vous pouvez le faire en réponse avant que la capacité ne se résolve. Et ça permet donc, avec seulement 2 cartes, pas besoin de moteur à sacrifice, avec seulement 2 cartes, faire une infinité d'arrivées en jeu de Morith, et donc de trigger tous les effets qu'on a vus pour gagner des points de vie, pour meuler, pour avoir une infinité de piétinements, etc. Donc ça, l'Orfe d'airain, c'est la meilleure carte pour faire ça. Mais il faut donc une créature avec le vol. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que tous les decks adversaires n'ont pas forcément une créature avec le vol. J'aime beaucoup dans le deck qui fait partie un petit peu des cartes qui restent de la première version du deck, le deck Changelin, parce que donc on a le Marche-Brume. Donc ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a le vol évidemment, mais en plus c'est un Changelin, donc il va trigger aussi tous les effets qui trigger sur quand une bête arrive en jeu, je pioche, quand un allié arrive en jeu, je mets un marqueur +1/+1 sur le rapace. Donc les changelins me permettent de faire ces triggers-là, en plus de leur capacité, ce qui est pas mal. J'ai rajouté aussi le Slivoïde volant, le Slivoïde ailé. Il va donner le vol à tous les Slivoïdes, donc à tous les changelins, donc à mon commandant, ce qui n'est pas négligeable, parce que ton commandant, quand il a le vol, si ça se passe pas bien, tu n'arrives pas à faire le combo, ton commandant peut quand même grossir et taper avec le vol. Donc il va donner le vol à tous mes changelins et à tous mes Slivoïdes. C'est pour ça que j'ai d'autres Slivoïdes et d'autres changelins dans le deck. Comme autre Slivoïde, j'ai lui, qui permet de faire que tous les Slivoïdes peuvent s'engager pour n'importe quel mana. Et encore une fois, ça donne ça à tous mes Slivoïdes et à tous mes changelins. Donc ça peut accélérer un petit peu. Et comme autre changelin, je vais donc avoir le Vandal masqué. Quand il arrive, je peux exiler une carte de créature de mon cimetière, si j'en ai une, et je peux ensuite exiler un artefact ou un enchantement qu'un adversaire contrôle. Donc un petit peu de gestion, tout en étant un changelin. Et le dernier changelin que j'ai gardé dans le deck, tous les autres je les ai enlevés finalement, c'est celui-là. Lui il est intéressant parce qu'il coûte que 2, il a le changelin, et quand il arrive, il met un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Alors c'est toujours bien un marqueur +1/+1, mais dans ce deck-là, vu qu'on joue avec la persistance, parfois ça arrive que tu joues ton Orf, et puis quelqu'un va te le détruire, ou quelqu'un va faire un rasboard, ça va tuer toutes tes créatures. Donc l'Orfe d'airain, heureusement, il a la persistance, donc il va arriver avec un marqueur, revenir avec un marqueur -1/-1, et si tu joues lui, eh ben, tu peux mettre un marqueur +1/+1 sur lui, ce qui va enlever le marqueur -1/-1, ça va s'annuler. Donc il sera toujours en forme pour pouvoir être copié plus tard par ton commandant. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Voilà l'intérêt des changelins dans ce deck. Et une autre carte que je trouve géniale dans ce deck, une carte qui n'est pas trop jouée je pense, mais dans ce deck elle est parfaite, c'est Élan, rien à voir avec l'animal. Donc Élan c'est un enchantement, tu enchantes la créature, n'importe quelle créature, et cette créature acquiert le vol. Donc ça peut donner le vol à n'importe qui. Même si toi t'as pas de créature en jeu, tu peux le mettre sur celle de l'adversaire, comme ça il y a une créature avec le vol. Et d'ailleurs ça permet de tuer n'importe quelle créature en jeu avec ce combo là. Parce que je vous rappelle que lui quand tu le sacrifies, et donc quand Morith est copié, tu infliges un nombre de blessures égal à sa force à une créature avec le vol. Donc si tu mets ça sur une créature avec le vol, et ben en sacrifiant tu peux tuer cette créature là. Et ce qui est génial avec cet enchantement, c'est la deuxième phrase. Quand l'élan est mis depuis le jeu dans un cimetière, renvoyer l'élan dans la main de son propriétaire. C'est-à-dire que tant que tu as du mana, tu peux payer 2, mettre ça sur une créature,
sacrifier Morith pour infliger des dégâts, pour tuer, jusqu'à tuer cette créature. Puis ça revient dans ta main. Tu payes encore 2, tu le mets sur une autre créature. Voilà, tant que tu as du mana, tu peux détruire des créatures finalement de l'adversaire. Voilà, ça c'était pour le vol, c'était pour la persistance. Mais il faut que je vous parle quand même d'un dernier combo absurde que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps dans le deck. C'est en fait une autre créature avec la persistance. Parce que oui, les 3 que je viens de vous montrer, ce sont malheureusement les seules cartes communes en verte et en bleu qui ont la persistance. Mais il y a une autre carte, je vais vous la montrer de suite. C'est l'épouvantail à aile cliquetante. Sauf que l'épouvantail à aile cliquetante a le vol tant que vous contrôlez un permanent bleu, une créature bleue, pardon. Donc ça déjà c'est cool, on aime bien avoir le vol dans ce deck, je vous le rappelle. Mais l'épouvantail à aile cliquetante a la persistance tant que vous contrôlez une créature noire. Bon, nous sommes un deck vert-bleu, les créatures noires dans les decks vert-bleu, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même trouvé un moyen de faire ça. Alors en fait, il y en avait plein des petites cartes qui permettent de créer des tokens noirs. Il n'y a que 2 cartes que j'ai décidé de prendre parce que bon, c'est vraiment l'épouvantail à aile cliquetante, la roue de secours. Si vraiment on n'a rien, on fait avec ça. Donc l'abomination rapace, j'aime bien parce que c'est une 2/2 vol, on aime toujours avoir le vol dans le deck, et quand l'abomination rapace arrive sur le champ de bataille, tu crées un jeton 2/2 noir zombie avec la décomposition. Tu vas pas bloquer, tu vas pas attaquer avec, tu as envie qu'il reste en jeu ce token, parce qu'il te permet donc de donner la persistance à ton épouvantail, et une fois que ton épouvantail a la persistance, tu peux faire arriver Morith comme une copie de l'épouvantail, et si tu as un moteur à sacrifice, ton combo est en place. Voilà. Autre carte qui fait un peu la même chose, mais cette fois c'est un éphémère. Surprise, une créature ciblée gagne -2/-0 jusqu'à la fin du tour, et tu crées, encore une fois, un zombie 2/2 noir avec la décomposition, puis tu pioches une carte. Et ça c'est cool. Et il y a une dernière carte qui me permet un peu de faire ça, c'est un autre épouvantail, Trousse-Cabot. Le Trousse-Cabot, tu peux l'engager pour ajouter un mana de la couleur de ton choix. Donc c'est pas mal, mais en plus, il a une autre capacité, tu peux l'engager pour que la créature ciblée devienne de la couleur ou des couleurs de votre choix jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est très cool parce que si vous avez les 2 épouvantails en jeu, vous pouvez l'engager pour que lui devienne bleu par exemple, noir, et une fois que c'est fait, lui il a la persistance et ainsi de suite, vous pouvez faire le combo. C'est ce que j'ai appelé le combo épouvantail. Donc tout ça c'est bien beau. On a un combo infini, sauf que le combo infini, c'est des combos de 4, voire 5 cartes, voire plus. Et surtout, c'est très compliqué à avoir tout ce qu'il faut dans la main. Donc le meilleur moyen de faire en sorte que ton combo arrive souvent sont les tutos. Pour aller tutor une carte, pour aller chercher une carte dans ton deck, celle qu'il te manque. Alors, les tutos en popper et en vert bleu, ça court pas les rues, c'est très compliqué. J'ai pris tous les tutos possibles, je vais vous les montrer. Alors, on a envie de tuto nos créatures qui ont la persistance. Gros problème, c'est que ces cartes-là, on peut quasiment pas les tuto. Il n'y a rien qui permet d'aller les chercher. Ça, je rêverais qu'il y ait une carte qui sorte qui permet d'aller la chercher. D'ailleurs, si vous avez une idée, avec plaisir, je lirai vos commentaires, mais j'ai rien trouvé qui permet d'aller chercher cette carte-là. J'ai rien trouvé qui permet d'aller chercher cette carte-là. Et cette carte-là, la moins forte finalement de toutes nos cartes avec la persistance, j'ai trouvé moyen d'aller la chercher, mais vous allez voir à quel point c'est tordu. Idéalement, vraiment idéalement, c'est d'avoir l'empate farouche. L'empate farouche, quand il arrive, je vais chercher dans ma bibliothèque une créature avec un coût converti de mana de 6 ou plus, et je le mets dans ma main. Donc je joue ça pour aller chercher ça. Donc ça, c'est vraiment le top. Comme tuto, j'ai aussi le héros de Brimbois, et quand il est mis dans un cimetière depuis le jeu, je peux aller chercher dans ma bibliothèque une carte d'elfe et le mettre dans ma main. Le héros de Brimbois, si j'arrive à le tuer, donc avec un moteur à sacrifice, genre l'hôtel d'Ashnod, et d'ailleurs c'est le seul moteur à sacrifice, si j'arrive à le faire mourir, je vais chercher l'empate farouche, et grâce à l'empate farouche, je vais chercher le Kelpie aux mâchoires collées. Vous voyez, on commence à faire un petit peu des nœuds. J'ai un autre tuto dans le deck, une autre mécanique de tuto, c'est la transmutation. Je ne sais pas si vous connaissez la transmutation, c'est pas sorti sur beaucoup de cartes. Donc l'imbroglio de mixture, qu'est-ce que c'est? C'est un éphémère pour 2 qui me permet de contrecarrer le sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Alors en cas de crise, je peux l'utiliser pour contrecarrer, mais ce qui va m'intéresser avec cette carte, c'est pas ça, c'est la transmutation. Je paye 3, je me défausse de cette carte, et je vais chercher dans ma bibliothèque n'importe quelle carte ayant le même coût converti de mana que cette carte-là.
donc une carte qui a un CCM, un coût converti de mana, de 2. Donc si j'ai ça dans la main, je peux aller chercher le héros de Brimbois, parce qu'il coûte 2. Si j'ai le héros de Brimbois qui meurt, je peux aller chercher l'Empade Farouche. Si j'ai l'Empade Farouche, je peux aller chercher le Kelpie pour commencer mon combo en espérant avoir un moteur à sacrifice. Voilà, vous commencez à comprendre que oui, c'est un deck combo, mais il faut aller les chercher. Il y a une autre carte dans le deck qui est très importante. C'est une des plus importantes, vous allez voir rapidement pourquoi. C'est Dérive de Fantasme. Dérive de Fantasme, donc pour 3, c'est une 0,5 défenseur vol. Mais encore une fois, on ne va pas jouer la créature, on va jouer son coup de transmutation. Donc pour 3, encore une fois, je me défausse de cette carte et je vais chercher dans ma bibliothèque n'importe quelle carte ayant la même valeur que cette carte-là, c'est-à-dire 3. Je peux donc aller chercher l'Empade Farouche qui va chercher le Kelpie ou mâchoire de coller. Et vous avez bien compris que j'aurais tellement aimé que mes deux autres Kelpie là et l'Orf aient un CCM de 3 ou de 2 pour aller les chercher directement. Mais ils ont un CCM de 4 et 5, donc je ne peux pas aller les chercher. Il n'y a pas de carte avec la transmutation en popper vert-bleu qui me permettent d'aller les chercher. Par contre, avec Dérive de Fantasme, je peux aller chercher les cartes qui me manquent pour gagner. Par exemple, celle-là pour meuler de 3. S'il me manque un moteur à sacrifice, je peux aller chercher le Talide Germinateur. S'il me manque quelque chose pour avec le vol, je peux éventuellement aller chercher le Rapace. Voilà, avec la transmutation 3, je peux aller chercher les pièces de combo qui me manquent. Ah oui, avec ça, je peux aussi chercher un des deux épouvantails. Si j'ai un des deux épouvantails, vu que tous les deux coûtent 3 en CCM, je peux, si je chope ça, aller chercher le deuxième et grâce à eux deux, avoir une créature avec la persistance en plus. Ah oui, et je dis n'importe quoi, s'il me manque un moteur à sacrifice, je vais pas aller chercher ça avec le Dérive des Fantasmes, je vais aller chercher l'Hôtel d'Ashnod, évidemment, parce qu'il coûte 3. Donc je peux tuto l'Hôtel d'Ashnod, c'est pour ça que ça en fait une des meilleures cartes du deck, Dérive de Fantasme, qui permet d'aller chercher des pièces de combo. Je vous présente la Sentinelle Front de Bouclier. Pour 4, c'est une 1-3 défenseur, et quand elle arrive, je peux aller chercher dans ma bibliothèque une créature qui a le défenseur et le mettre dans ma main. Donc, si j'ai ça, je peux aller chercher Dérive de Fantasme, parce que c'est une créature qui a le défenseur. Donc cette carte-là est juste là pour aller chercher Dérive de Fantasme. Et vous avez vu précédemment que c'est une carte hyper importante, donc voilà, j'ai ça, je vais chercher ça, qui me permet d'aller chercher ça, qui me permet d'aller chercher ça. Ou j'ai ça, qui va chercher ça, et qui va chercher l'Hôtel d'Ashnod, et ainsi de suite. Voilà, c'est une série de tutos qui coûtent tous cher, 3, 4, 5, mais c'est important d'avoir des tutos dans un deck combo, et même si ce deck est nul, ben, j'essaie de le rendre le plus fiable possible, le moins nul possible, en allant utiliser des tutos. Allez, j'ai deux dernières cartes qui permettent de tuto. Je vais virer ça pour que ça soit un peu plus compréhensible. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mon gros tas de cartes là qu'il y avait au milieu. Franchir le seuil. Pour 5, c'est un rituel. Je peux renvoyer 2 créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire. Ça, c'est que en cas de besoin, je vais utiliser ça. Mais moi, je préfère son effet recyclage de sorcier 2. C'est-à-dire que je peux dépenser 2, me défausser de cette carte et aller chercher un sorcier dans ma bibliothèque et le mettre dans ma main. N'importe quel sorcier. Éventuellement, je peux aller chercher le changelin qui détruit un enchantement ou un artefact, si vraiment j'ai besoin de ça pour détruire un enchantement adverse. Je peux aller chercher l'excavatrice parce que c'est un sorcier, ou les habitants du rang du sage parce que c'est un sorcier. Donc c'est celle qui me permet de gagner à la meule. Donc quand j'ai mon combo qui est prêt et qu'il manque juste un truc pour gagner, avec franchir le seuil, je peux aller chercher mes sorciers qui sont là. S'il me manque une créature avec le vol, je peux aller chercher aussi mon changelin qui a le vol parce que c'est un sorcier, parce qu'il a le changelin. Ce qui est rigolo aussi, c'est que avec ça, je peux aller chercher un autre sorcier. Donc je vais rarement utiliser ça pour aller chercher ça. Quand elle arrive, je peux renvoyer un Slivoïde dans la main de son propriétaire. Éventuellement, si on essaye de tuer mon commandant, je peux jouer ça. Ça me permet de ramener mon commandant dans ma main, parce que mon commandant étant un changelin, c'est un Slivoïde, je peux le ramener dans ma main. Payer 2 pour aller chercher lui, puis jouer lui pour 2 en flash, donc pour 4, protéger son commandant. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est faisable. Mais ce qui est intéressant, de toute façon, avec l'Ethermage, c'est que lui aussi, il a recyclage de sorcier. Recyclage de sorcier 3. Donc pareil, je peux m'en défausser, dépenser 3 pour aller chercher n'importe quel sorcier. Voilà, donc ça, tout ça, j'espère que je vous ai pas embrouillé sur mes tutos. C'est le côté un peu what the fuck de mon deck.
C'est tuto sur tuto sur tuto pour aller chercher une pièce de combo, d'un combo à 5 cartes, donc c'est vraiment très nul, mais une fois que c'est en place, bah, ça peut marcher. Et moi, ça me fait rire. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un petit combo qui marche sans mon commandant. Il n'y a pas besoin, cette fois-ci, d'avoir mon commandant. Si, par exemple, ton commandant, on te l'a tué trop de fois, il coûte trop cher, tu ne peux pas jouer ton commandant pour X raisons, tu peux t'en sortir avec une carte qui a la persistance. Voilà, donc le Kelpie, par exemple. Un moteur à sacrifice. Bon, idéalement, vous l'avez compris, c'est l'hôtel d'Ashnod. Si tu as ces deux cartes-là en jeu, t'as pas besoin du commandant. Parce que si tu as à la place la carte qu'on a vue au tout début, l'habitant de l'allée du lierre. L'habitant de l'allée du lierre te dit que quand une créature verte arrive, tu mets un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Et donc en fait, si tu as ton Kelpie, tu le sacrifies, tu gagnes 2 mana incolore, il revient en jeu avec un marqueur -1/-1 parce qu'il a la persistance. Une créature verte arrive en jeu, tu mets un marqueur +1/+1 sur lui, ça s'annule. Et ainsi de suite, je peux faire une infinité d'arrivées de Kelpie, ce qui me fait un mana incolore infini, ce qui me fait trigger tout ce qu'on a vu. Alors pas tout ce qu'on a vu, parce que ce n'est pas un allié, donc ça fait pas trigger quand un allié arrive. Ça fait trigger que quand une créature bleue arrive, je peux meuler avec lui. Ça trigger aussi la sauvageonne de Brimbois, parce que c'est une bête. Les Kelpies sont des bêtes, donc les 2 Kelpies, quand tu fais ce combo-là, tu peux piocher à l'infini. Donc voilà, il y a quand même quelques combos qui fonctionnent sans le commandant, pas tous, mais ça te permet sans le commandant, grâce à l'habitante du lierre, là, quand même des effets si tu n'as pas ton commandant. Bon, le cadre est peut-être pas le même, j'ai dû faire une pause parce qu'en fait ma carte SD était complètement pleine. J'ai finalement enregistré beaucoup plus que ce que je pensais pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Donc je disais que parfois, Morith, je le joue, mais pas comme une copie, c'est déjà arrivé, pas comme une copie d'une créature qui a la persistance. Parce que les créatures avec la persistance veulent pas arriver, et là c'est un peu l'urgence. Mais comment je fais si c'est le cas, mon commandant est bloqué sur une créature qui n'a pas la persistance, et que finalement j'arrive à piocher l'Orf par exemple. Ça y est, j'ai une créature avec la persistance, comment je fais? Et pour régler ce problème, j'ai 3 cartes qui me permettent de blink mon commandant. Donc comment ça fonctionne? Le blink, je joue par exemple Incision planaire. Pour 2, j'exile la créature ciblée que je contrôle et elle revient sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Et là, je vais cibler Morith. Morith va être exilé, va revenir en jeu et je peux décider, vu que c'est sa capacité, d'arriver comme une copie de l'Orf. Et finalement, elle arrive avec 2 marqueurs +1/+1 parce que c'est son pouvoir, et l'incision planaire fait qu'elle arrive avec un 3e marqueur +1/+1. Voilà, l'incision planaire et les 2 autres cartes que j'ai en main là, je vais vous montrer, permettent de blink son commandant pour changer de capacité. Vous pouvez faire ça aussi en réponse quand on essaie de vous le tuer. Vous pouvez dire « Ah, attendez, pour 1, je fais flux d'essence » et ça fait la même chose, mais pour 1, c'est encore mieux. Sauf qu'il gagne un marqueur +1/+1 que si la créature est un esprit. Morith, ça tombe bien, elle a le changelin, c'est un esprit. Donc pour 1, je peux faire la même chose, je peux blink mon commandant, le protéger d'un truc qui tue, qui le cible, ou un truc comme ça. Et la 3e, c'est la ruse de la sirène. C'est exactement la même chose. Pour 2, j'exile un permanent, je le renvoie en jeu directement. Et si c'est un pirate qui a été exilé de cette manière, je pioche une carte. Morith étant un pirate, ça me permet en plus de piocher. Voilà, donc ça me permet de sauver Morith et de le faire revenir. Et ce qui est intéressant aussi avec ces 3 cartes, c'est que ça permet de reset un peu les créatures. Si on a tué mon Orf, il est revenu avec un marqueur -1/-1, mais si je le blink, hop, il revient sans ces marqueurs -1/-1. Donc ça permet un peu de protéger mes créatures avec la persistance. Donc voilà, j'ai fait le tour des principales cartes du deck, mais qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce deck? Bon, je m'interromps ici parce qu'en fait, j'avais parlé de toutes les cartes dans mon deck, et je me rends compte que la vidéo fait déjà 30 minutes. Donc je vous mets juste à l'écran les cartes dont j'ai parlé à ce moment-là. Elles sont pas hyper importantes, elles sont pas très originales, c'est des bonnes cartes vertes et bleues pour ce genre de deck. En popper, je vais directement passer à la partie combo, autre combo que j'ai dans le deck. J'ai 3 combos dans le deck qui me permettent de faire mana infini sans mon commandant. Je vais avoir Gel Scintillant. Donc Gel Scintillant, pour 3, c'est un enchantement neigeux. C'est à chaque fois que le terrain est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur de son choix. Donc ma forêt, quand elle est enchantée par le Gel Scintillant, elle peut produire
2 verts ou un vert, un bleu. Je rajoute soit la marraine des frimas, soit la sculpteuse de l'hiver. Les deux vont avoir le même effet, qui est que tu l'engages, elle détape un terrain neigeux ciblé, et elle permet de dégager un permanent neigeux ciblé. Je peux même, si je veux, dégager mon commandant. Donc comment ça marche? Donc, je vais en garder qu'une, mais les deux font la même chose, hein. J'en garde qu'une. Imaginons que à ça, je rajoute une carte très forte. Libérée du réel, c'est un enchantement de créature. Je vais enchanter la marraine des frimas avec. Je peux payer un bleu pour engager ou dégager la créature enchantée. J'engage ça, je produis un mana vert et un mana bleu. J'engage la marraine des frimas pour pouvoir dégager ça. Avec le mana bleu que j'ai, je vais pouvoir détaper, hop, la marraine des frimas. Et du coup, il me reste un mana vert à ma réserve. Et là, ben, j'ai plus qu'à refaire la même chose. Je l'engage, je produis un vert, un bleu, je l'engage pour le détape, j'utilise mon mana bleu pour le détape, et ainsi de suite. Je peux faire une infinité de mana vert. Et si j'ai mis ça sur une île, et ben à la place, je fais une infinité de mana bleu. Et encore mieux, donc quand j'ai ça, un terrain bicolore, je peux faire ce combo pour produire n'importe quelle couleur à l'infini. Autre combo pour faire mana infini dans ce deck, avec 3 cartes, plus des terrains. Il est connu ce combo normalement, l'Archaomancer. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux renvoyer un éphémère ou un rituel de mon cimetière dans ma main. Donc lui, il faut qu'il soit déjà en jeu. Le Dracon Pèlerin, pareil, très connu comme carte. Quand il arrive, je peux détape 5 terrains, donc je peux dégager 5 terrains. Quand les deux sont en jeu, j'engage mes 5 terrains, je produis 5 mana. Il faut au moins qu'il y ait un mana bleu parmi les 5 manas. Je vais ensuite jouer Éclipse Fantomale. J'exile 2 artefacts, créatures et ou terrains que je contrôle et je les remets en jeu sous mon contrôle. Donc c'est le Blink comme tout à l'heure. Et en fait, je vais choisir ces 2 créatures-là. Donc quand je joue ça, ça va dans mon cimetière. Ça revient dans ma main, c'est exilé. Et ça revient en jeu. Quand ça revient en jeu, je récupère dans mon cimetière Éclipse Fantomale, et le Dracon me permet de détaper 5 terrains. Donc au final, j'ai utilisé 3 des 5 manas pour jouer ça, donc il me reste encore 2 manas en pool, et j'ai la même configuration qu'au début. C'est-à-dire que là, je retape pour faire 5 manas, j'en utilise 3 pour jouer ça va dans mon cimetière, j'exile ça revient, je le récupère dans ma main, et je détape 5 terrains, j'ai à nouveau 2 manas en pool, et ainsi de suite. Je peux faire une infinité de manas avec ces 3 cartes et avec 5 terrains. Donc c'est 3 cartes qui sont dans mon deck aussi. Des communes en mono bleu. Donc c'est deck mono bleu pour faire mana infini de n'importe quelle couleur. Et j'ai donc un dernier combo à vous montrer. C'est un combo très simple. Pour le coup, il se fait avec très peu de cartes finalement. Encore une carte qui est connue pour les decks combo, Druidesse dévouée. Elle produit quand elle s'engage un mana vert. Et je peux mettre un marqueur -1/-1 sur elle. Hop, et ça la détape. C'est pas ça qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est si je l'enchante avec présence de Gonde. Quand elle est enchantée, la créature, je peux l'engager pour mettre en jeu un jeton elfe guerrier. D'accord? Donc ce qui va se passer, si en plus d'avoir la druidesse dévouée et présence de Gonde, si en plus j'ai l'habitant de l'allée du lierre, je rappelle que quand une créature verte arrive en jeu, je mets un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Et bien qu'est-ce qui se passe? J'engage la druidesse dévouée pour créer un elfe. Une créature verte arrive en jeu, je vais donc mettre un marqueur +1/+1 sur l'elfe. Je vais dégager mon elfe en mettant un marqueur -1/-1 dessus. Les deux marqueurs s'annulent. Je suis revenu au départ, sauf que j'ai un elfe en plus. Et je refais la même chose. Je l'engage, je crée un elfe, ça met un marqueur +1/+1 dessus. Je mets un marqueur -1/-1 pour la dégager, et ainsi de suite. Donc en fait, avec ces deux elfes-là en jeu, voilà, je peux créer une infinité d'elfes. Et une infinité d'elfes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, au prochain tour, s'ils sont toujours là, je peux attaquer quelqu'un, enfin je peux attaquer tout le monde et les tuer à coups d'elfes. Ça veut dire aussi que si j'ai encore cet elfe en jeu, je gagne une infinité de points de vie. Donc il y a aussi cet elfe-là, qui gagne +1/+0 à chaque fois qu'une créature arrive en jeu et tout, etc. Donc une infinité d'elfes égale une infinité de possibilités, et si on rajoute encore un dernier elfe, si j'ai princesse de Titania, prêtresse pardon, de Titania, je peux l'engager pour créer un mana vert pour chaque elfe que je contrôle. Si j'ai une infinité de tokens elfes, j'ai mana vert infini avec ce combo-là
Donc voilà, donc il y a pas mal de possibilités avec ce petit combo. Je ne l'ai jamais sorti encore, il manquait toujours des pièces. Pourtant, je peux tuto ça, je peux tuto ça, je peux tuto ça. Oui, depuis tout à l'heure, j'en parle pas, mais à chaque fois que vous voyez une carte avec 3 de CCM ou 2 de CCM, dans les combos que je vous montre, hein, dans tous les combos que je vous ai montrés, les cartes qui ont 2 ou 3 de CCM, je peux aller les chercher grâce aux cartes qu'on a vues tout à l'heure avec la transmutation. Donc c'est à garder en tête, toutes les cartes qui ont un CCM de 2 ou 3 sont plus intéressantes dans ce deck parce qu'on peut aller les chercher pour continuer les pièces de combo, pour chercher les pièces de combo. Et avec l'elfe qu'on a vu tout à l'heure là, qui va chercher un elfe quand il meurt, donc si j'ai déjà l'une des deux, et cet enchantement, je peux aller chercher le deuxième si j'ai ça, enfin bref. Vous avez compris. Voilà, donc ça c'était le dernier combo que j'ai dans le deck, un combo cette fois mono vert, 100% elfe, mono elfe, qui me permet de faire une infinité d'elfes, une infinité de mana, une infinité de possibilités. Dernière carte que j'ai dans mon deck. Bon, là aussi j'ai pris 3 minutes pour expliquer mes dernières cartes, je vous les montre juste à l'écran parce que je pense que vous les connaissez. Voilà, bon évidemment des terrains de base et des terrains un peu spéciaux, des terrains bicolores. Bon, ils sont nuls, hein, mais en même temps, on est en popper, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hop. Voilà, c'était ma vidéo qui, finalement, je pense, va durer bien plus longtemps que ce que je pensais. Je voulais vous montrer vraiment toutes les cartes de mon deck, toutes les possibilités. Et encore, je suis sûr, il y a des trucs que j'ai oublié de vous montrer. C'est donc mon deck Popper, full combo, Morith des Frimas. Full combo, ça fait peur hein, quand on dit ça, mais ça reste un deck très nul. La seule fois où j'ai gagné avec, j'avais les Orphes, dans la main de départ, et donc il se sacrifie tout seul. L'adversaire avait une créature avec le vol, donc je pouvais le sacrifier à l'infini. Et à un moment, j'ai pioché l'imbroglio de mixture, qui m'a permis d'aller chercher l'excavatrice. Du coup, j'ai meul tous les adversaires et ils sont morts au début de leur tour. Voilà, c'est la seule victoire que j'ai fait, donc c'est un deck quand même difficile à jouer. J'espère vraiment, j'ai vraiment hâte de la nouvelle extension avec Lorwyn, le retour de Lorwyn, moi c'est mon plan préféré. D'ailleurs, Lorwyn Sombreland, c'est de là que sortent les créatures avec la persistance. Donc j'espère qu'il y aura des nouvelles cartes en commun, vert, bleu ou incolore avec la persistance que je pourrais rajouter dans le deck. Et il y a autre chose qui me hype un peu, c'est les gens apparemment sont en train de commencer à réfléchir. Est-ce qu'on autoriserait les sorts hybrides dans les decks commandeurs, même si la deuxième couleur de l'hybride ne correspond pas à l'identité de couleur du commandant. Ça m'arrangerait énormément parce que je pourrais rajouter 2 cartes très bien pour ce deck. La première, ça serait le troll arrache-griffe. Le Troll arrache-griffe pour 3, donc je peux le tuto directement. Avec la transmutation, je pourrais aller le tuto, mais il est vert-noir. Ils réfléchissent à autoriser dans les decks vert-bleu, les hybrides vert. Tant qu'il y a du vert, ça serait autorisé. Et ça me permettrait aussi de jouer l'élite de la Ferté. Et l'élite de la Ferté, ça serait vraiment très cool, parce que pareil, c'est un elfe, donc je peux aller le tuto avec le tuto elfe. C'est un CCM de 2, donc je peux aller le tuto avec la transmutation 2. Donc ça serait 2 cartes que je pourrais tuto directement, et pas comme tous mes autres créatures avec la persistance. Et elle, c'est une de 2 persistances. Donc voilà, on croise les doigts pour Lorwyn, le retour de Lorwyn. On croise les doigts pour que cette règle soit autorisée. Au pire, au bout d'un moment, je demanderai à ma table, c'est bon, vous m'autorisez à jouer ces 2 cartes. Mon deck, de toute façon, il est nul. Voilà. Je vais essayer de vous mettre une liste, une deck list dans la description. Si elle n'y est pas au moment où vous regardez, repassez dans quelques temps, peut-être que je l'aurai mise à jour. Et puis, merci d'avoir suivi. J'espère que c'était pas trop long, trop chiant à suivre. De toute façon, si c'était le cas, vous serez plus là. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi je parlerai. Prochaine vidéo Magic, prochaine vidéo Pokémon Go, prochaine vidéo jeu de société, j'en sais rien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!